Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, le sujet d'actualité sur lequel nous allons parler, c'est l'islamophobie. Donc pour en débattre, nous avons à nos côtés Maître Laurent Lévy. Bonjour. Vous êtes donc le papa de Alma et Lila, qui ont défrayé la chronique en 2003 lorsque, parce qu'elles portaient le voile, elles ont été interdites d'éducation. Nous avons également Maître Halima Boumedienne Thierry. Bonjour. Donc vous êtes ancienne députée européenne, sénatrice et adjointe au maire d'Argenteuil, rendue tristement célèbre ces derniers jours concernant donc l'actualité sur justement l'islamophobie. Nous avons également Abdelaziz Chambi. Bonjour. Donc vous êtes président et fondateur du CRI, donc Coordination contre le racisme et l'islamophobie. Et vous êtes militant depuis plus de 30 ans maintenant dans diverses organisations. Et enfin, nous avons Maître Bahar Kim Yongour. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes un directeur bruxellois de l'Institut international pour la paix, la justice et les droits de l'homme. Aujourd'hui, en 2013, il y a Argenteuil. Il y a les violences, il y a les souffrances et ça c'est quelque chose qui est directement sur la personne. Vous, Maître Boumedienne, comment vous percevez, vous qui êtes d'Argenteuil, comment vous percevez cette situation ? Vous savez, Argenteuil n'est que malheureusement le résultat d'un processus qui n'a pas commencé hier, qui aujourd'hui malheureusement est en train de se banaliser et de s'exprimer. On a l'impression qu'on a fait sauter des verrous et qu'il y a des tabous qui ont tombé et on se permet maintenant certaines choses. Mais ça fait longtemps que ça traîne, que ça galope, que ça rampe. À Argenteuil, il y a eu très peu, quelques cas de problèmes de foulard à l'époque, 89, 90 et même en 2003, puis après la loi 2004. Mais parce que beaucoup de filles à Argenteuil se sont auto-censurées. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que, moi je me souviens, je faisais déjà partie d'un collectif pour l'école pour toutes et tous. Et plusieurs filles, pour échapper en fait à l'humiliation aussi, et au refus, et à la manière dont, parce que c'est une loi raciste tout simplement, hein, je veux dire, à la manière dont elles allaient être traitées par leurs enseignants, elles se sont auto-exclues. Et il y a eu très peu en fait d'affaires à cette époque. Mais les choses existaient, elles étaient là, elles étaient présentes. Et ces filles, on les croisait, on continuait à les croiser. Certaines d'entre elles que je connais bien, parce qu'à cette époque j'habitais dans la cité, eh bien étaient, comment dire, continuaient même à se scolariser avec une scolarisation à distance. Donc la présence est là depuis un certain temps. Vous savez, c'est une boule de neige. Ça, au fur et à mesure que ça roule, ça prend de l'ampleur. Et à ça s'ajoutent différentes choses. Une situation, un environnement social, économique difficile, à Argenteuil en particulier, où il y a quand même, c'est une des villes où le taux de chômage explose, où les problèmes de logement, le problème de travail, de formation, de jeunes qui galèrent. Voilà. C'est une ville aussi où il y a de vrais problèmes de comportement avec la police. N'oublions pas qu'il y a 4 ans, Ali Zeri, un Chibani, a été tué par les violences policières. Je dis bien, a été tué suite aux violences policières. Je pèse mes mots quand je dis ça, parce que la CNDS le dit clairement, même si aujourd'hui le parquet a requis une relaxe. Nous sommes aujourd'hui en cassation parce que nous avons toutes les preuves qu'il y a bien eu violence policière qui a entraîné la mort. Voilà, donc il y a eu cette affaire, il y a d'autres affaires qui continuent à se faire régulièrement. Il n'y a pas très longtemps, on a eu des jeunes hommes et des jeunes filles qui ont été donc, on va dire, au début insultés, après humiliés bien entendu, et puis après ça en est venu aux mains. Alors d'une part, alors on va dire un mouvement de jeunes extrémistes, je ne peux pas dire lequel, bien entendu, qui a attaqué des jeunes filles, notamment 3 jeunes filles, il y a 2 ans, 3 ans plutôt. Il y a 3 ans, la première a été attaquée. Elle a eu très peur, elle n'a rien dit. Mais elle avait été attaquée quand même à coups de cutter, il ne faut pas l'oublier. Puis, ça a recommencé. Il y a quelques mois, ça a recommencé. Il y a quelques semaines, une jeune femme a perdu son enfant.
Et puis il y a eu aussi des jeunes hommes qui se sont fait, y compris des violences policières contre une jeune fille voilée, alors avec le voile intégral, donc bien sûr en situation d'illégalité, mais quand on est en situation d'illégalité, c'est pas la violence, on a une contravention. Je suis mal stationnée, j'ai une contravention. Elle est dans l'illégalité parce qu'elle porte le voile intégral, elle doit avoir une contravention, un point c'est tout. Or là, ça a dégénéré, ça a été beaucoup plus loin. Au point où, en plus, c'était au moment sur la rue piétonne, en plein centre-ville, au moment de la sortie des classes. Alors vous savez, ça va très vite, hein. Les personnes s'amassent, il y a du monde, il y a des jeunes qui galèrent dans la... Voilà. Mais là, c'est sur Argenteuil, mais au niveau national, vu que bon, vous êtes quand même en contact, vous, Monsieur Chamby, sur différents domaines au niveau national, vous percevez cette même, on va dire, cette même situation sous-jacente sur le territoire français en général, ou c'est vraiment basé sur quelques quartiers? Effectivement, Argenteuil, c'est un petit peu, j'allais dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'il y a quand même, il faut le préciser, un décès. Donc Leïla qui a été agressée par des skinheads a priori, certains susurraient que ce serait autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des pressions énormes sur cette famille qu'on n'entend pas. Personne, il n'y a aucun média qui a pu entendre Leïla qui a perdu son bébé. Parce que le député maire du coin, un certain nombre de services apparemment, ont pris l'affaire en main. Donc c'est vrai qu'à Argenteuil, c'est le décès. Donc c'est Leïla qui a perdu son bébé, qui a créé une émotion forte, qui nous a amené à dire, on est passé des insultes aux remarques, aux discriminations à l'emploi, à la formation, aux loisirs, au passage à l'acte physique, aux agressions physiques. Et les agressions physiques, il y en a eu. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui ont eu lieu il y a quelques années du côté du Gard. On n'en a pas beaucoup parlé. Une du côté de Bordeaux, on n'en a pas beaucoup parlé. Parce que bon, c'est vrai que les victimes préfèrent se taire. Ils ont peur des représailles. Elles ont peur des représailles. Par exemple, la jeune fille Kaina dont on parlait tout à l'heure, Alima, il y a 3 ans, elle en pleure aujourd'hui. Quand elle a fait son témoignage, elle pleurait. Elle a été lacérée avec des cutters, etc., par des skinheads, et elle n'a pas osé parler parce qu'elle a peur des représailles. La médiatisation des affaires, c'est pas facile. Nous, on a connu des affaires où les victimes ne veulent pas se montrer, ne veulent pas parler aux médias. Il y a une sorte un peu d'autocensure. Donc on intègre un peu ce climat de peur, et effectivement, là, on organise des manifestations demain à Grenoble, devant la préfecture de Grenoble. J'ai le mail là sur moi. Une jeune fille m'envoie un mail, je suis étudiante à Grenoble, j'aimerais bien participer à la manifestation, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques, s'il vous plaît? Merci de me dire s'il y a des risques. C'est que les gens n'osent plus venir manifester. Il y a des jeunes filles qui nous envoient des messages sur le site de CRI en disant est-ce que je peux faire des sports de combat? L'autre, elle dit il faut mettre des bombes lacrymogènes. Des jeunes parlent de milices d'autodéfense. Je veux dire, ça va loin, quoi. Donc on a vraiment peur en France. Les musulmans commencent à... Enfin, l'instauration de la peur, elle est réelle ou c'est présenté juste au niveau comme ça médiatique pour... Non, il y a un climat de peur réel. Moi, je suis sur le terrain, on écoute les victimes, on reçoit des témoignages réguliers, et cette peur-là est entretenue, parce que c'est aussi un mode de gouvernance. Je veux dire, quand les gens sont en crise, quand le pays est en crise, il n'y a pas mieux que de faire peur aux gens sur le loup-garou, et aujourd'hui, le loup-garou, c'est le musulman. Comme a été l'italien au début du siècle, comme aujourd'hui est le rhum. Le rhum, aujourd'hui, on incite même des gens du côté de Marseille, des gens issus de l'immigration maghrébine pour attaquer des Roms parce qu'ils campent à côté. C'est les pauvres contre les pauvres. On essaye d'attiser un peu la haine entre... Parce que ça détourne des véritables problèmes que vit le pays aujourd'hui. Et ça, c'est un mode de gouvernance et qui est très très bien partagé par la droite et par la gauche. Et donc ça, c'est au niveau français. Au niveau européen, Monsieur Kim Yong-gur, qu'est-ce que vous avez à dire? Je peux dire que les mêmes symptômes se ressentent et sont constatés en France comme en Belgique, en Grande-Bretagne comme en Italie. L'islamophobie est une véritable maladie de notre société. Je suis né en Belgique, j'ai fils d'un mineur qui est venu travailler en 1963, donc j'ai connu quand j'étais plus petit, j'ai connu le racisme, mais le racisme sous sa nouvelle version a quelque chose de particulier. Avant, l'étranger était presque perçu comme un rival, celui qui vient chercher le travail, qui vole le travail de l'autochtone. Mais désormais, on porte un regard sur l'étranger, en particulier sur le musulman, celui de l'ennemi intérieur. Je constate autant de discrimination sur le plan institutionnel, par rapport à l'embauche,
que sur le plan purement social et humain. C'est cette haine, cette inspiration de dégoût que je ressens parmi des citoyens belges m'interpelle énormément. Donc c'est un racisme multiforme et qui est terrible à voir parce que ce sont des regards portés sur des enfants. Le musulman inspire le dégoût et cela me fait peur, énormément peur. Et vous, Madame Bonnienne? Très souvent, on continue à nous voir comme des étrangers. Mais on n'est pas des étrangers. Je veux dire, on est né en Belgique, en France, ici, on a grandi ici. Mon fils, c'est la 4e génération d'Argenteuil. Je veux dire, donc, on n'est pas des étrangers. On est musulmans, soit, mais on n'est pas des étrangers. Or, le regard continue à nous stigmatiser, à nous renvoyer une image. Et en France, on a quand même une particularité. Là, je défends un monsieur qui a été victime de violences policières, raciste aussi, et on lui a carrément dit « on va te jeter à la Seine ». Ça renvoie quand même à quelque chose. L'histoire de l'Algérie, quand même, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Lorsque la police de Papon jette dans la Seine, je veux dire, des Algériens qui se battent pour l'indépendance. Mais quels sont les intérêts de cette islamophobie grandissante? C'est de détourner l'attention. Il y a l'aspect que disait Abdelaziz Chambi tout à l'heure, à savoir c'est un exutoire qui détourne l'attention d'un certain nombre de problèmes réels. Mais je crois, hélas, que les choses sont plus compliquées que ça encore, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours chercher une raison rationnelle à des choses comme ça. Le racisme n'est pas seulement une construction rationnelle, c'est aussi une structure sociale liée en France au colonialisme, qui a dû inférioriser les populations colonisées pour justifier le colonialisme. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui permet de maintenir leurs différences est bon. L'antiracisme a fait marquer des points, et c'est très difficile de dire aujourd'hui il y a trop d'Arabes. C'est devenu difficile. Mais par contre, c'est très facile de dire l'islam pose un problème. Ou la laïcité est en danger, ou l'identité nationale est en danger. Mais justement, Monsieur Chambi, comment vous définirez donc l'islamophobie aujourd'hui? Enfin, concrètement, parce que c'est un mot qu'on lance comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? L'islamophobie, c'est un terme qui a été exploité pour jeter une controverse par un certain nombre de courants laïcards en France. Je pense en particulier à Caroline Fourest, qu'on peut citer, puisque pour les affaires d'Argenteuil, par exemple, elle a une tribune sur France Culture, une radio publique qu'on paye avec nos impôts, qui se permet de mettre en doute la parole des victimes, de dire qu'il y a des ondes d'ombre, que c'est pas clair, qu'elles ont fantasmé, je ne sais quoi, et se permet même de dire que les associations comme la Coordination contre le racisme et l'islamophobie seraient des associations antisémites, parce qu'elles diraient que la France en a plus pour les juifs et pas pour les musulmans. Et ce qui est complètement faux, et qu'on n'a jamais été une association pro-voile. Quand on s'est battu avec Alima, avec d'autres collectifs, École pour tous et toutes, c'était pour dire il faut que l'instruction soit accessible à toutes, pour tout le monde, quelles que soient nos convictions, nos philosophies, nos ethnies, nos couleurs. Et justement, donc, en quoi, oui, allez-y. Non, justement, certains ont essayé de dénaturer ce problème d'islamophobie qui est une peur naturelle, c'est de l'irrationnel, comme disait Laurent Lévy, c'est une peur irraisonnée d'un phénomène. Alors moi je dis toujours que les peurs ça se soigne. Si on fait un peu de pédagogie, si on fait un peu d'explication en tant que média ou en tant que ministère de l'Éducation nationale ou en tant qu'homme politique, on peut. Mais le problème, il n'est pas là. C'est que c'est devenu, pour moi, un fonds de commerce politique. Et moi, je vais même un peu plus loin dans mes inquiétudes. C'est qu'on se rend compte, par exemple, que le gouvernement français n'est pas monté au créneau. N'a pas dit un mot sur les agressions islamophobes, qui sont violentes, qui sont choquantes, qui ont fait de l'émotion dans les quartiers et qui ont failli faire flamber les quartiers. Et ça, on y reviendra tout à l'heure, justement. D'accord, parce que c'est quand même... On peut s'interroger sur le mutisme des hommes politiques, alors que lorsque des étudiants
Chinois a été agressé en Gironde, M. Valls est monté au créneau et a dit ce sont des agressions racistes qu'il faut condamner. Or là, il ne dit rien. Donc, à en déduire, et moi c'est ma déduction, et je ne suis pas le seul à faire cette déduction-là, les élections approchant, le Parti Socialiste est en perte de vitesse, devancé par le Front National d'un certain nombre d'échéances à venir, est en train d'attiser, de laisser pourrir le système, est en train de laisser, s'aggraver ces tensions-là, pour qu'au moment venu, il nous sorte, comme il l'a fait pour les élections présidentielles, attention, si vous ne voulez pas de Sarkozy, votez pour moi. Et effectivement, les musulmans, comme des moutons, ont voté à 93% pour M. Hollande. Mais sauf que cette fois-ci, ils voudraient refaire la même chose en faisant l'épouvantail de l'extrême droite. En disant, si vous ne voulez pas que l'extrême droite revienne au pouvoir avec le Front National, leurs amis, etc., attention, votez pour nous. Moi, j'y vois un calcul. Littéralement, j'ai eu la même stratégie. Avec le PEN pour diviser la droite, oui, bien sûr. Mais justement, là, je voudrais en revenir sur le plan islamophobie. En quoi se distingue l'islamophobie du racisme? Parce que l'islamophobie, ça vient de la peur, le racisme également. Pourquoi on ne dirait pas un islamophobe est un raciste? Parce que, comme disait Laurent Lévy tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'il y a trop d'arabes, effectivement. Donc il faut un petit peu, c'est l'islamophobie savante. On va inventer des termes. Moi, j'aurais jamais cru que Marine Le Pen, par exemple, le Front National, s'accapare la notion de laïcité. Ils sont truffés de royalistes qui n'ont rien carré de la République, de la laïcité, et qui sont presque pour une monarchie pour beaucoup d'entre eux. Du jour au lendemain, ils s'accaparent la notion de laïcité. Pourquoi? Parce que c'est vendeur. Parce que c'est racoleur politiquement. Quand on dit la laïcité est en danger, d'ailleurs, il y a 2 jours, dimanche, 2 jours, on était dans une réunion avec une centaine d'associations des quartiers, avec le ministre de la Ville qui prépare une conférence citoyenne, et il y a eu un débat sur une motion où on disait que les gens devaient vivre en sécurité, quelle que soit leur religion, et quelqu'un rajoutait dans le respect de la laïcité. Et nous, on était 2 dans la salle, on a dit, ça sonne mal dans nos oreilles aussi. Alors on a proposé dans le cadre des lois de la République, parce qu'aujourd'hui, quand on dit laïcité, à côté de religion, on dit systématiquement les musulmans. Et ça a créé un conflit dans la salle, et on s'est rendu compte, et moi j'ai pris la parole en disant, regardez bien qui a voté pour cette motion et qui a voté pour celle-là, et on s'est rendu compte que les gens des quartiers, avec les maghrébins et les non-maghrébins, ont voté pour les lois de la République. Et ceux qui ont voté pour la laïcité, malheureusement, c'était des Français de souche. Justement, donc, Madame Halima Boumedienne, justement, moi je voulais revenir donc au niveau justement politique. De quoi ont peur les politiques par rapport à l'islam? Ah mais vous savez, les politiques ont toujours peur de perdre des électeurs. Donc en général, on le voit bien. D'ailleurs, quand on voit le racisme, pour moi, c'est une forme de domination. On dit hiérarchie, en fait, qui dit que telle personne, veut dire, est inférieure, et donc voilà, c'est en fonction de sa race. Bien que moi je considère qu'il n'y a qu'une seule race sur cette terre, c'est la race humaine, mais bon, en fonction de sa race, on va justifier, comme tu le dis, une discrimination. Et l'islamophobie, c'est stigmatiser une religion et créer des peurs supplémentaires. Ça fait partie du supplément qu'on rajoute, vous savez, la plus-value qu'on rajoute au racisme. Pour alimenter le racisme, on utilise ce genre de stratège, en fait, on crée des peurs. Pourquoi? Parce qu'en créant des peurs, eh bien, le politique va se présenter comme le sauveur, le protecteur, celui qui va vous apporter la sécurité. Et aujourd'hui, on se retrouve même dans certains pièges. On voit quelques militants ou militantes de quartier venir dire oui, mais dans tel quartier, les habitants ont peur eux aussi, et il faut eux aussi les protéger. On leur a intégré, on leur a fait intégrer en fait certaines notions au point de ce que j'appelle moi créer des peurs. Cette création de peur en fait va permettre aux politiques de se donner un rôle, de se revaloriser en quelque sorte, et puis de montrer que finalement oui, il est tout à fait conscient qu'il y a des peurs qui existent, qu'il y a des personnes qui peuvent en effet être, j'allais presque dire dangereuses pour des habitants, et donc nous allons les protéger. Voilà comment se présente le politique. Et Monsieur Lévy, vous aviez quelque chose à... Parce que je crois que l'islamophobie n'est pas à ce point distincte du racisme classique, du racisme anti-arabe. Simplement, elle est si j'ose dire, un voile jeté dessus. Elle en est un masque. En gros, ce sont les mêmes populations qui sont visées.
Il y a bien sûr le cas de musulmans qui ne sont pas d'origine maghrébine, etc. Mais en gros, c'est le racisme anti-maghrébin qui est aujourd'hui transformé, transmuté en islamophobie à travers les fantasmes beaucoup plus grands que l'islam peut susciter du fait de considérations géopolitiques, etc., qui favorisent toutes les peurs et tout ce qui s'ensuit. Et justement, comment vous percevez depuis 12 ans maintenant cette évolution de l'islamophobie ? Je n'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup évolué, si ce n'est qu'il y a une piqûre de rappel de temps en temps. Il y a eu, après la loi anti-foulard à l'école, la loi anti-niqab, voilà, c'est ça, c'est-à-dire toutes sortes de relances de cette question-là, les affirmations du ministre de l'Intérieur comme quoi la République doit lutter contre le voile. Il a parlé d'ennemis de l'intérieur en parlant des musulmans. Mais je ne crois pas qu'il y ait une évolution caractérisée. C'est le passage à l'acte quand même. C'est qu'aujourd'hui, les agressions physiques. Alors effectivement, il y a le passage à l'acte qui est lié au fait que la droite et l'extrême droite redressent la tête. On l'a vu à l'occasion de la manif pour tous, etc., ce genre de choses-là. On a vu l'extrême droite relever la tête dans la rue. Et dans les semaines qui ont suivi ces agressions à Argenteuil, les verrous qui ont sauté, on a banalisé certaines choses, on a banalisé les violences, on a laissé le discours, je veux dire, qui fait que celui qui est différent s'est retrouvé attaqué plus facilement, pratiquement avec l'impunité. Et je crois que l'impunité est quelque chose qui a aussi, je veux dire, permis à des personnes racistes, je veux dire, de s'exprimer plus facilement. C'est ce qui permet de nous amener à dire qu'il y a une volonté politique derrière. Les politiques, quand il y a une montée de tension dans le pays, quand il y a des agressions physiques, ils montent au créneau. Je me rappelle, Jacques Chirac avait dit quand on agresse un juif, on agresse la République. On ne l'entend pas quand il s'agit des musulmans qui portent un voile. Non, puis aujourd'hui, on a même un racisme d'État quand même. Je veux dire, on a un racisme d'État. On n'a pas. C'est-à-dire le racisme d'État. Déjà, on a des lois. Hein, les lois sur les nounous. Demain, les lois sur les entreprises. C'est même le droit du travail qui est remis en cause. Hein, et on est en train de détricoter, je veux dire, des lois qui étaient des lois de protection, y compris des salariés, des personnes des travailleurs et des travailleuses. Hein. On a commencé avec les nounous, on continue aujourd'hui. Bon, et donc, il y a sans cesse, on va toujours plus loin dans le recul des libertés. On est en train de repousser, je veux dire, aux frontières les plus lointaines, toutes ces questions qui sont des questions, qui sont liées aux droits fondamentaux, hein, tout simplement, aux droits aussi à la liberté de choisir. Et puis, on est en train de redonner une nouvelle définition de la laïcité. Et ça, c'est pas acceptable. La laïcité, c'est pas une neutralité comme ça, la laïcité. Hein. C'est le même traitement pour toutes les religions. Tout à fait. Et là, je voudrais donc me tourner un peu vers vous, Monsieur Kim Jong-un. C'est-à-dire que là, donc, on parle de la France. La France est très critiquée au point de vue international pour ces lois qui ont été prises. Comment ça se passe en Belgique? Parce que j'ai entendu également que c'est en train de monter la Belgique en force. aussi, elle a été épinglée par Amnesty International. En Belgique, on a exactement les mêmes choses. Cela va du crime du genre, on va déposer des têtes de cochons dans des mosquées, jusqu'à l'affaire Trullemans. Vous en avez peut-être entendu parler, le monsieur Météo de RTL qui a défendu bec et ongle le droit de mépriser les Maghrébins et leur religion, et c'est passé comme une lettre à la poste. Comment dire, le problème de l'islamophobie, c'est qu'il n'est pas reconnu en tant que tel. Il y a une véritable négation du crime islamophobe. Je crois que si on collait les bons mots, hein, si on combattait l'islamophobie comme on combat la judéophobie ou la maghrébophobie ou l'afrophobie ou peu importe, il faut parler des choses telles qu'elles sont. D'abord, il faut qu'il y ait une reconnaissance du crime pour apporter un remède. Et je constate qu'en Belgique, on laisse faire. Et donc, Monsieur Lévy, j'aimerais revenir avec vous sur cette évolution depuis 2003-2004. Oui, il y a un aspect de l'évolution
qu'on ne doit pas négliger, c'est que depuis 2003-2004, s'agissant des femmes portant le foulard, il y en a beaucoup plus. C'est-à-dire le rejet de l'islam à travers l'un de ses aspects visibles, qui est la présence dans l'espace public de femmes qui portent le foulard, s'applique désormais à une quantité de personnes beaucoup plus grande. Et ça renforce le côté virulent de l'hostilité en question. C'est-à-dire que le sentiment qu'on a instillé que l'islam est une chose étrangère à la France se traduit par le fait qu'il y a ce sentiment d'invasion d'étrangers, alors que, à mon avis, s'il y a de plus en plus de femmes, en particulier de jeunes femmes qui portent le foulard en France, c'est une manifestation d'intégration, c'est-à-dire que là où leur mère disait « je suis ici de passage, je suis chez les autres, je me comporte comme je suis à l'étranger, etc. » Aujourd'hui, les femmes disent « je suis chez moi, je fais comme chez moi, et je n'ai pas de raison de me... » Voilà. Donc je pense, moi, que c'est une preuve d'intégration d'une certaine manière, cette multiplication du foulard. Mais je pense que ça a pu renforcer les mécanismes de l'islamophobie, du fait que ça a renforcé le caractère visible de l'islam en France. Je pense qu'il y a aussi un effet revendicatif. Quand hier nos parents se battaient au niveau du travail, ils avaient leur méthode, leur manière de se battre, mais ils se battaient pour leur travail, pour leur logement. Nous, aujourd'hui, on nous attaque dans notre identité. On nous attaque dans notre culture, on nous attaque dans ce que l'on est, nous, à l'intérieur, c'est-à-dire notre droit d'être ce que l'on est. Et donc, il y a le fait que, puisque nous sommes chez nous, comme tu l'as très bien dit, eh bien, il y a l'effet, on va le revendiquer, on va le montrer qu'on est chez nous. Et je crois que ça, c'est un peu l'effet pervers, et c'est aussi l'effet pervers de l'interdiction. Et puis, il y a l'aspect identification. On s'identifie à quelque chose. D'accord, très bien. Et je crois que ça, c'est important. Et là, du coup, pour compléter, il y a un phénomène, j'allais dire, sociologique, naturel. C'est la démographie, c'est l'évolution des populations, c'est effectivement des gens qui sont ici chez eux. Et on peut comprendre, parce qu'il ne faut pas être non plus manichéen, on peut comprendre le français de souche, entre guillemets, qui, voyant cette visibilité de plus en plus importante, s'interroger sur, la composition de sa ville, sur l'image de sa ville, l'image de son pays, l'image de son identité. Mais et là, justement, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est la pédagogie. C'est le rôle des politiques, c'est le rôle des médias, c'est le rôle des éducateurs, des faiseurs d'opinion, d'expliquer que c'est un phénomène naturel. Aujourd'hui, parmi les femmes qui portent le voile, il y a un certain nombre qui sont, même le niqab, il y a près de 30% qui sont des Françaises de souche. Elles sont encore plus chez elles, j'allais dire, que les jeunes qui sont nés de troisième génération. Et qu'est-ce que vous pensez de cet observatoire de la laïcité qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, personnellement, ça m'a fait peur quand on a parlé de ça, parce que c'est venu juste après la décision du tribunal de donner raison, de la Cour d'appel, de donner raison à la salariée de la crèche Babilou, qui a eu gain de cause, si je puis dire, face à la direction qui l'avait exclue pour port du voile. Mais parallèlement, il y a une salariée de la sécurité sociale qui a été déboutée, elle. Et nous, pourquoi ça nous fait peur? Parce que ça nous a rappelé effectivement les commissions Stasi, qui avaient fait un certain nombre de préconisations en termes d'intégration, de réussite scolaire, de lutte contre la discrimination, d'aménagement des quartiers, et qui n'a été réduite qu'à quoi? Qu'à la loi contre le foulard. Et nous, on sait que ces genres de tambouilles-là qui sont mises en place par le gouvernement, par les politiques, finissent toujours par arriver vers l'objectif qui nous fait peur, nous, c'est encore de stigmatiser les musulmans et les musulmanes. Si je peux me permettre encore un petit mot sur l'islamophobie, que certains ne veulent pas reconnaître, c'est un fait avéré scientifiquement. Il y a eu 600 cas, une étude faite par les universités
universitaires anglais, des universitaires français, qui a démontré que sur 600 CV qui ont été envoyés à des employeurs, et les CV étaient exactement les mêmes. Il y avait Khadija Diouf et Marie Diouf, et avec les mêmes âges, les mêmes compétences professionnelles. La seule différence qu'il y avait entre les deux CV, c'est que l'une était au secours islamique, l'une a fait les scouts catholiques ou secours catholiques, juste comme ça. Et donc, ça a révélé que le vecteur islam est un vecteur de rejet, de discrimination. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas le fait qu'elle soit arabe ou machin, c'est l'islam en tant que tel qui est devenu un objet de rejet, un objet de discrimination. Quand on parle d'identification, moi je voudrais dire aussi, on parle quelque part de résistance, y compris au niveau international. Quand par exemple on se sent, touché par l'injustice, on s'identifie à la résistance que l'on va mener. Par exemple, dans les cités, pourquoi le kéfier palestinien existe? Parce qu'on sait très bien qu'on a de plus en plus conscience que la question palestinienne est très présente. Et elle est présente parce qu'on la vit comme une injustice. Et cette injustice, on s'identifie, l'identification est là, on s'identifie à cette injustice, à cette autre injustice, et on fait de la résistance. Pour continuer sur le sujet, moi j'aurais deux exemples, un national, un local, en l'occurrence le député maire d'Argenteuil, puisqu'il y a eu les événements d'Argenteuil, c'est de là que nous sommes partis. Ce monsieur se permet, au détriment des lois de la laïcité, du respect de la séparation des pouvoirs, à débarquer dans les mosquées d'Argenteuil le vendredi, avant le prêche du vendredi, et se permettre de donner des consignes à l'imam et aux musulmans. C'est hallucinant. Et effectivement, moi j'ai écouté le prêche du vendredi, là, dans une des mosquées où il est passé, et j'étais choqué, j'étais blessé de voir comment on instrumentalise le message de l'islam à des fins de soumission et à des fins de transformer les musulmans en béni oui, un homme politique qui a des choix particuliers. Mais justement, il n'y a pas une dimension autre que politique. Justement, alors, je voulais terminer, si vous permettez, quand même sur la dimension internationale. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui discutent avec l'axe sioniste, impérialiste, l'OTAN, etc. Il y a des musulmans aujourd'hui qui sont dans l'axe du bien de M. George Bush. Pourtant, c'est des musulmans. Prenez l'autorité palestinienne, vous prenez le Qatar ou l'Arabie Saoudite, eux, c'est, malgré leur vision de l'islam parfois qui est complètement rétrograde, etc., qui est inadaptée au progrès, etc., et aux droits de l'homme, on en fait des musulmans bien. Et d'autre côté, ceux qui osent résister à cet axe-là, ceux qui osent réclamer la dignité, la liberté, la résistance à l'oppression, il y a un certain nombre d'organisations, comme le Hamas palestinien, pourtant c'est des Palestiniens d'un côté, c'est des Palestiniens de côté, voilà, donc c'est un peu cette dimension-là, c'est une sorte de gestion impérialiste à l'étranger, gestion néocoloniale en France. L'islam est géré de cette façon. C'est là-dessus que je voulais rebondir en disant, l'exemple que vient de donner Abdelaziz est clair, je veux dire, il y a toujours ce rapport dominé-dominant, et en France, lorsque nous avons un député maire qui vient se permettre de donner des leçons aux musulmans, il les considère encore comme ses sujets, à qui il va donner des ordres, à qui il va leur dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et de la même manière, quand la France intervient à l'étranger, il intervient sous prétexte toujours de l'islam, soi-disant de protéger les citoyens. En Syrie, voilà, les deux contradictions. Exactement, avec toutes les contradictions, mais tout le temps au nom de la protection du peuple, au nom et au nom de la guerre contre l'islam radical, soi-disant extrémiste. Eh bien, on se permet de faire des interventions qui ne sont rien d'autre que des interventions coloniales. Moi, je pense qu'ils ont peur de l'islam parce que c'est quelque chose qui remet en cause autre que la ilaha illallah, autre qu'il n'y a de divinité que Dieu, qui remet en cause toutes les idoles, l'argent, la puissance, le matérialisme, etc. Ça les remet en danger. Et moi, j'ai pour exemple des députés qui ont dit il faut la loi sur les nounous parce qu'ils vont islamiser nos enfants. Textuellement. Dans les bébés, ils ont peur qu'on islamise leurs enfants. Et en réalité, moi je pense que c'est une question de pouvoir. L'islam remet en cause. Il est venu à l'origine remettre en cause la suprématie des tribus, de l'argent, de la force, etc. Et ça, on est un peu dans une ère un peu jahiliya, anti-islamique aujourd'hui. C'est l'argent qui fait la loi, c'est les puissants qui font la loi. Et l'islam est venu remettre en cause dans ça. Et je pense que c'est un peu le nouveau vecteur de contestation de l'ordre établi. Et après l'expérience des partis communistes et de la gauche, etc., enfin, de tout ce qui était mouvement issu de la révolution d'octobre 17 en Russie, je crois qu'il y a une sorte de tournant avec le 89, d'ailleurs c'est pas par hasard. 89, on parle de l'affaire du foulard, on parle du mur de Berlin qui tombe et on commence à orienter les regards vers l'islam grandissant. Moi je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du sens
de l'existence, de l'ordre du sens qui est mis en danger ici. Et qui je ne suis malheureusement pas aussi optimiste sur l'épanouissement et l'essor de l'islam, parce qu'on constate qu'au nom de l'islam, des musulmans sont tués aussi. Et je crois que tant que nous, musulmans ou issus de la communauté musulmane, ne portons pas un regard critique et une certaine distance à propos de notre identité, nous ne pourrons pas vivre dans la paix qui nous permettrait justement cet essor, cet âge d'or. Je vois dans plusieurs pays malheureusement musulmans, je vois la fitna, je vois des massacres. Les chiites ont été lynchés en Égypte. Au nom d'un certain courant musulman, d'autres musulmans sont égorgés, décapités en Syrie et ailleurs. Des mosquées explosent au Pakistan et ailleurs. Donc il y a un véritable problème. Je crois qu'on ne doit pas idéaliser ce processus. Il faut que nous soyons extrêmement vigilants par rapport aux dangers qui nous guettent. Il existe une islamophobie musulmane. Quand j'entends des types comme les membres de Sharia for Belgium qui se mettent devant les Belges et qui leur disent soit vous devenez musulmans, soit vous quittez le pays. Si ça c'est pas de l'islamophobie, si ça c'est pas cracher sur les musulmans. Ça c'est une volonté extérieure aux musulmans, cette façon. Oui, mais il faut que nous musulmans condamnent ce discours-là. Il faut qu'on dise ceux-là ce sont des provocateurs, ce sont des fascistes, ce sont des gens qui salissent notre identité. Donc il y a aussi un problème à l'intérieur de la communauté musulmane alors. Tout à fait. D'autant que les musulmans aujourd'hui même quand ils ont le pouvoir, ils n'osent pas défendre leurs compatriotes sur la question de l'islamophobie. Et c'est très grave. C'est très grave. Parce qu'aujourd'hui, quand un imam est expulsé, alors que la France bafoue ses propres principes, que sont les principes de justice et de respect de la liberté des gens, enfin, et de faire des procès équitables. Pourquoi un imam est expulsé comme ça, manu militari, sur décision du ministre de l'Intérieur, sans qu'il passe devant des juges, pour qu'on détermine sa culpabilité? Et ça se reproduit très régulièrement. Et personne n'en parle, ni au niveau national, ni au niveau international. Et il y a un gros problème là-dessus. Et donc, Monsieur Kim Yong-gur, j'aimerais bien revenir avec vous sur cette question politique et intérêt international vis-à-vis donc de l'islamophobie. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus? La politique étrangère d'un pays et sa politique intérieure sont les deux facettes d'une même réalité. Si un État, n'importe lequel, prône la guerre à l'étranger, forcément sa politique intérieure ne sera pas pacifique. Je crois qu'il faut d'abord régler nos violons, faire en sorte que nous soyons pacifistes et neutres. C'est ce qu'on demande en politique intérieure. Donc on demande à l'État de se comporter de manière neutre à l'égard des musulmans, et peut-être que ça va atténuer une certaine polarisation qui existe. Et de la même manière, si on cessait d'instrumentaliser l'islam, de l'utiliser comme un épouvantail dans une réalité, et puis de l'utiliser comme fer de lance. Mais à quoi il sert cet islam justement? À quoi il sert au niveau international? En fait, j'ai l'impression que d'abord, on a besoin, il conviendrait de nuancer et d'apporter un regard multiple sur l'islam. Il n'existe pas d'islam un et indivisible, parce qu'on voit dans les pays musulmans des guerres qui opposent des musulmans à d'autres musulmans. Des musulmans tuent d'autres musulmans au nom de l'islam. Donc je pense qu'il faudrait d'abord pouvoir discuter de l'islam à bâton rompu, de manière totalement décomplexée, mais de manière constructive. Pas dans un sentiment de rejet. Je pense qu'ici en France, le contre-pouvoir doit prendre ses responsabilités, doit défendre les musulmans. D'abord parce que ce sont des êtres humains, et ne pas se positionner et rentrer dans les rangs quand il s'agit de politique étrangère. Je crois qu'on doit être pacifique autant en France que dans le dossier malien ou dans le dossier syrien. Si on avait un même traitement, si on avait été, si on abordait les choses de manière neutre avec un message de paix, je pense que beaucoup de frustrations seraient mises de côté. Il y aurait, au lieu d'avoir une crispation comme on la connaît, il y aurait une détente. Je constate effectivement qu'il y a une frange dans la communauté musulmane, des gens qui voient toutes les choses, tout de manière étriquée, purement identitaire, nous contre les autres, et ils sont pris dans ce rapport binaire. Si on faisait en sorte, si on considérait l'islam comme une de nos identités en tant que Français, en tant qu'Européens,
Si on développait cet islam-là, forcément, fatalement, l'islam instrumentalisé par des gens qui n'ont rien à voir avec la paix et qui veulent juste la fitna et qui veulent juste le triomphe des uns sur les autres, auront le vent en poupe et seront les vainqueurs. Donc à nous d'être ouverts, de faire preuve de compassion, de compréhension et d'intelligence. Très bien, écoutez, je vous remercie. Cette table ronde prend fin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.